Bonjour à tous, contente de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, j'ai pas été beaucoup présente ces derniers temps parce que la semaine dernière, un de mes enfants est tombé malade. Bon, c'était pas la Covid, mais bon, il est resté quelques jours à la maison et du coup, j'ai dû voilà, m'occuper de lui. Ce qui fait que j'ai pas mal de retard dans mes vidéos puisque j'ai pas encore fini tous mes coups de cœur 2021. J'ai mon note depth lecture à faire aussi. Il y a quand même quelques lectures, plus les livres reçus. Donc il y a pas mal de choses où j'arriverai pas à tout faire en une seule fois, mais bon, on va essayer d'en faire quand même un maximum. À commencer par les retours de lecture. Moi, je pense que c'est certainement ce qui vous intéressera le plus pour vous donner des idées de lecture. Mais avant, je voulais. Par contre, je m'excuse pour le grain de l'image. Je me suis acheté une nouvelle carte SD et en fait, je me rends compte que ça fait. Mais c'est horrible. Ça fait un grain horrible. En même temps, on a l'impression que je suis un peu photoshopée. Bon, on va parler de Hollywood, je pense, tout à l'heure, à propos d'un livre, si j'ai le temps d'en parler. Et ça me fait penser à ça. Ça fait un peu, voilà, un peu flouté, un flou un peu artistique. C'est super, quoi, de vous acheter un nouveau truc et en fait, il va pas du tout. C'est génial. Voilà. Sinon, voilà, je suis allée au salon Rainbook Romance qui avait lieu à Orchy les 4 et 5 février dernier. Et donc j'en ai profité pour acheter quelques livres. Mais enfin, j'étais assez sage parce que j'en ai pris que 3. Enfin, disons, j'en aurais pris un quatrième, mais l'auteur n'était pas là, donc j'attends de la voir pour pouvoir lui acheter son roman, enfin le tome 2 de son roman. Donc j'ai acheté, voilà, j'ai épousé mon prince charmant d'Alex Keane. Alors, du coup, ça fait un petit peu des reflets. Et en dessous, c'est marqué merci du cadeau. Alors, j'avais déjà le tome 1, que j'ai pas encore lu d'ailleurs. Mon prince charmant ne viendra pas. Tant pis, je ferai sans. Voilà, donc apparemment, c'est une comédie mais avec pas mal d'humour. Et l'auteur me disait qu'il y aurait peut-être même un tome 3. Alors pendant ce salon, j'ai eu aussi la chance de rencontrer deux auteurs que je suis depuis un moment que je n'avais jamais eu l'occasion de voir. D'abord Alex Hs, dont j'ai lu quasiment tous les livres, je crois. Le dernier, c'était Interlude madrilène. Donc elle écrit surtout de la romance contemporaine. Et j'aime beaucoup parce que le style de ses personnages est sans farce. Et voilà, c'est des gens un peu comme vous et moi. Et on se retrouve un petit peu en eux, dans leurs doutes, dans leur envie de se reconstruire. Donc le dernier, c'était Interlude madrilène. Et avant, elle avait écrit Arlinda, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui refuse tout attachement amoureux. Donc il y a déjà enfin, par la partie 1 et la partie 2 sorties. Donc elle a dit que c'était pas un tome 1 et un tome 2, mais partie 1 et partie 2. Et donc il y aurait normalement un tome 2. Et je crois qu'elle est aussi sur un autre projet, donc ce sera peut-être pas pour tout de suite. Mais enfin bon, voilà, donc j'étais contente de la voir parce qu'elle elle habite plus dans le sud et moi je suis quasiment tout en haut de la France, à peu de choses près. Donc du coup, je pensais pas réussir à la voir un jour et c'était vraiment sympa de pouvoir se rencontrer et de discuter. Et j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer J.C. Steigné, qui est une auteure belge et qui a écrit la saga Le destin des cœurs perdus, qui était un coup de cœur 2021 qui se passe à la fin du XIVe siècle, qui suit la destinée d'une famille voilà, en plein Moyen Âge. Et cette série a vraiment été un coup de cœur pour moi. Je les ai même offert à ma mère qui a adoré. Donc comme j'avais déjà sa saga, j'ai pris voilà, les deux autres volumes qu'elle a écrits. Donc là, c'est un quatre mains avec Julie-Anne Bastard. Alors le tome 1, c'est de Miroir et d'amour, et le tome 2, de Miroir et d'espoir. Je ne vais pas vous en faire les résumés maintenant, je reparlerai voilà, sur les réceptions, parce que sinon ça va prendre des heures. Sinon, j'ai reçu aussi de la part des éditions des nouveaux auteurs, comme Deux gouttes de sang de Nicolas Newton. Alors celui-là, j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai entendu que des bonnes choses. En plus, j'ai plusieurs fois passé, c'est pas son premier roman, c'est un thriller. Voilà, j'ai eu que des bonnes choses dessus, donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Voilà, alors ça c'était vite fait. Ah oui, puis je voulais vous parler aussi d'une revue voilà, que je reçois qui s'appelle la revue Page. Alors Page, ce sont des libraires en fait qui donnent des conseils lecture et qui donnent leur coup de cœur sur les livres sortis.
Alors, vous voyez, il y a plein de petits papiers, mais en fait, je m'en sers pour le boulot à la médiathèque. Donc, c'est pas des livres pour moi, c'est des livres pour, voilà, pour toute la médiathèque. Donc, il y a de la jeunesse dedans, il y a des documentaires, il y a de tout. Puis, alors, ce qui était sympa, c'est qu'avec en plus leur dernier numéro, ils offraient, voilà, un petit carnet, un petit marque-page. Et puis, en plus, je veux dire, je vais ouvrir une collection, je crois, mais voilà, un tote bag. Je me recule. Voilà, la librairie page. Donc ça, c'est toujours pratique, surtout dans les salons du livre. Voilà, vous avez votre petit sac avec vous. Donc ça, c'était voilà, pour les reçus vite fait. Sinon, je voulais remercier aussi Hugo Trailer qui m'avait envoyé le roman de François Rab, Les Racines des Ombres. Je me méfie parce que je veux toujours dire Les Racines du Mal. Mais bon, c'est un petit peu la même... Ça conviendrait aussi comme titre. Je l'ai fini il n'y a pas très longtemps et j'ai vraiment bien accroché. Donc je vous en parlerai, mais plus tard, puisque là c'est une lecture de février. Alors sinon, je viens juste de terminer. Alors, oula, ça fait des reflets. Le dernier Ragnar Jonasson, 10 âmes pas plus. Alors pour moi, c'est le premier Ragnar Jonasson que je lis. C'est un auteur islandais qui a le vent en poupe depuis plusieurs années. Il a écrit toute une série de livres où on retrouve le même policier, je crois, avec des titres, je ne vais pas vous donner les... Il y a Vik, il y a Sot, il y a Sorge, enfin c'est des titres un peu voilà, islandais. J'ai pas encore commencé la série. Ensuite, il a écrit La Dame de Reykjavik qui est en 3 parties aussi. Et il y avait celui-ci qui était un one-shot, donc 10 âmes pas plus. Et franchement, j'ai vraiment bien accroché au style de l'auteur. Alors j'avais lu des bonnes choses dessus. Et puis tout en le lisant sur la fin, après l'avoir lu, je suis allée voir des critiques un peu sur Babelio, Booknote, tout ça. Et en fait, beaucoup de gens n'avaient pas du tout aimé. Enfin, moi, ça n'a pas du tout été mon cas. J'ai vraiment accroché. Je me disais, mais enfin, j'étais pressée d'avancer dans ma lecture parce que je voulais savoir comment ça se terminait. Je me disais, mais à la fin, oui, mais pourquoi ça se termine comme ça? Il y a un petit truc qui reste inexpliqué. J'aurais bien aimé savoir, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, je vais me procurer ces 2 autres séries pour les lire parce que c'est vraiment bien fait. Moi, c'est le 2e auteur de polar islandais que je lis. Le premier, c'est Arnaldur Indridason, ou Indridason, je ne sais pas comment on prononce, qui a écrit les enquêtes du commissaire Erlendur. Donc ça remonte déjà à plusieurs années aussi, hein, les enquêtes du commissaire Erlendur. Je dirais bien aux années 2000. Hein. Donc c'est pareil, on suit un inspecteur, on voit sa vie privée, et en même temps il y a des enquêtes qui peuvent se lire. Voilà, elles se terminent à la fin chaque fois, mais bon, c'est intéressant de les suivre quand même dans l'ordre puisque on voit la vie privée du héros en même temps. J'ai peut-être trouvé que c'était peut-être un petit peu plus lent du côté d'Idridason. Jonasson, c'était peut-être plus angoissant. Après, il faut voir, j'en ai eu qu'un de Jonasson. Mais en tout cas, j'en lirai, ça c'est sûr. Sinon, en ce moment, comme je suis partenaire d'Élodie François, j'ai commencé son prochain roman qui sort le 14 février. Donc je ne sais pas, j'espère que la vidéo sera mise en ligne avant, mais bon, il sort le 14 février. Donc ça s'appelle Et si elle effaçait les frontières, et c'est le tome 1 auprès de lui. Donc là j'ai commencé à le lire, voilà, pour pouvoir le chroniquer ultérieurement. Voilà, donc ça c'est pour mes dernières lectures. Alors là on va passer aux lectures du mois de janvier, mais à mon avis la vidéo sera déjà en 2 parties. Alors je voulais d'abord vous parler du roman jeunesse. C'est pas que moi qui le lis, hein, je vous rassure, c'est mes enfants. Donc ça a été ce qu'ils ont vraiment aimé lire le mois dernier. Bon, ils ont lu d'autres livres, mais parfois ils les commencent, ils les finissent pas, ou ils partent sur autre chose. Donc voilà. Mais ça, voilà, je crois qu'on l'a lu 2 ou 3 fois. Donc c'est Bakugan, le tome 2, Un nouveau pouvoir, et c'est la bibliothèque verte de chez Hachette. Alors moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, pour les plus jeunes, parce que là c'est du 6-8 ans, à partir de 6-8 ans, quand j'étais jeune, les bibliothèques roses c'était pour les plus jeunes et les bibliothèques vertes c'était déjà pour les plus grands. Je crois que maintenant leur ligne éditoriale c'est de faire en vert tout ce qui est plus pour les garçons et en rose plus tout ce qui est pour les filles, parce que tout ce qui est Winx, des choses comme ça, c'est en rose.
Bon, je suis pas ça forcément hyper... bon, je sais pas. Parce que Bakugan, il y a aussi une fille dedans. Donc ça pourrait être aussi être lu par des filles, je pense. Bon. Donc à la base, Bakugan, c'est un anime, c'est un dessin animé japonais où vous avez des... Et à chaque fois, j'oublie de les prendre. Des petites créatures qui s'appellent... Alors, ce sont de jeunes enfants qui ont des créatures qui s'appellent des Bakugan. Donc les Bakugan se présentent comme ceci. Ce sont des petites boules rondes. Et en fait, quand ils les jettent, ça devient des créatures. Voilà. Alors, dans le dessin animé, elles sont immenses. Hein. Vous avez un dragon immense qui est au personnage principal. La jeune fille a un cheval, enfin un Pégase qui est magnifique. Donc voilà, c'est autre chose. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de combats, un peu dans le même style que Beyblade, pour ceux qui connaissent. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que le livre est justement un petit peu moins violent. Parce que même s'il y a des combats, on passe quand même assez rapidement dessus. Il y a pas mal d'illustrations quand même. Bon, en plus, j'aime bien les illustrations type manga, alors donc j'accroche complètement. Et je sais pas si on voit d'ailleurs, on va voir les Bakugan à un moment. Et franchement, mes enfants l'ont lu facilement. Ils ont vraiment aimé. Et je trouvais que, voilà, c'est à partir de 6-8 ans, eux ont 7 ans. Et c'est vraiment bien adapté à leur âge. Donc j'ai trouvé ça... Enfin, je me suis dit que j'allais retenir la collection parce que... on avait lu aussi dans la collection aussi Bibliothèque Verte les Mini Ninja. C'est pareil, là je trouve qu'ils ont bien su voilà, choisir l'âge des enfants pour le lire, parce que c'est vrai que selon les enfants, il y en a qui sont en avance, d'autres un peu plus en retard. Donc ce truc, c'était bien fait. Alors, sinon, je vais reprendre, mais dans l'ordre chronologique, les livres que j'ai lus pour m'y retrouver, parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Alors, le tout premier roman que j'ai lu, c'était mon premier roman de 2022. C'était Evergreen Island, avec toujours des magnifiques reflets. Voilà, Evergreen Island de Heidi Perks, et c'est aux éditions Prélude. Donc, c'est un suspense. En fait, ça commence avec le départ. On va suivre une héroïne qui s'appelle Stella. Elle vit sur l'île d'Evergreen avec son frère, sa sœur et ses parents. Et le prologue commence par une sorte de fuite, parce que son père est le seul conducteur du ferry qui mène du continent à l'île. Et Stella adore vivre sur cette île, ce qui n'est pas le cas de sa sœur. Et il fuit en pleine tempête, ce qui est très dangereux. Et on sent bien qu'il fuit quelque chose, mais quoi, on ne sait pas. Et on se retrouve, si je ne dis pas de bêtises, une vingtaine d'années plus tard. Donc là, on se rend compte que la famille de Stella a complètement éclaté. Ses parents sont divorcés. Son frère a disparu. Sa sœur a de gros problèmes avec l'alcool. Sa sœur n'a jamais aimé l'île d'ailleurs, et puis elle était un petit peu... on sent qu'il y a quelque chose de fragile en elle, on ne sait pas trop d'où ça vient. On va l'apprendre au fur et à mesure du roman. Son frère, son frère est un peu spécial parce que c'est un garçon qui était très renfermé, même quand il était jeune. Et bizarrement, leur mère emmenait la sœur de Stella à des séances chez le psychologue, mais pas son frère, alors qu'il en aurait peut-être plus besoin vu que c'était un gamin très renfermé. Bon, voilà, donc il y a plein de mystères comme ça. Et donc Stella, elle est devenue thérapeute pour des couples. Elle-même a des problèmes quand même aussi de... Voilà, elle est aussi suivie par un psychologue. Et puis, elle découvre aux infos qu'on retrouve près de son ancienne maison sur Evergreen Island un cadavre profondément enterré. Donc Stella décide de revenir voilà, sur l'île. Ça a toujours été son rêve, chose qu'elle n'a jamais faite. Et puis, bon, bah, c'est l'occasion, peut-être pas la bonne occasion, mais elle y va. Surtout qu'elle se souvient de rien. Elle avait que 11 ans, donc c'est compliqué voilà, de se rappeler de ce qui s'est passé exactement. Donc elle va se retrouver, parce que c'est quand même une petite île, tout le monde connaissait tout le monde. Donc dans ce genre de lieu, c'est un petit peu comme le roman de Ragnar Jonasson. Là, c'est des lieux un peu clos, c'est-à-dire que tout le monde connaît tout le monde, mais connaît aussi tous les secrets de tout le monde. Donc, je ne dis pas ton secret, tu ne dis pas le mien, c'est un petit peu ce jeu-là. Elle va se retrouver prise un peu dans cet engrenage-là, et elle va surtout se retrouver prise dans des secrets de famille qu'elle va déterrer et qui vont expliquer beaucoup de choses aussi sur sa propre vie à elle, puisque le cadavre qu'ils vont trouver était en fait une personne qui était proche d'eux.
Et ensuite, vous avez des flashbacks. Donc, on voit l'été qui a précédé le départ de Stella et de sa famille. Et ces flashbacks sont racontés par différentes voix. Vous avez le père de Stella, la mère de Stella, son frère aussi, ou sa sœur, ou Stella elle-même qui raconte un petit peu. Donc, on voit leurs différents points de vue. Alors, ça apporte quelques réponses, puis en même temps, ça rajoute du suspense parce que vous dites, bah ouais, mais pourquoi il dit ça? Et, tiens, il a vu ça, ou ouais, mais elle a vu ça, mais est-ce qu'elle a bien vu? Enfin voilà, c'est vraiment super bien fait. C'est un très bon suspense. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un très bon suspense. Il fait vraiment le job et franchement, il est vraiment très bien. Puisque bien sûr, Stella va se retrouver prise dans des secrets de famille où elle va devoir enquêter. Elle va aussi elle va recevoir des menaces, hein, parce que ça ne plaît pas à tout le monde non plus qu'elle soit revenue sur l'île. Donc, c'est enfin, en tout cas un très bon suspense et à découvrir si vous aimez ce genre de roman un peu, voilà, un peu huis clos, secret de famille, suspense, et puis la fin qui quand même finit en apothéose, on va dire. Je dis quand même que les gens sont quand même assez tordus. Parce que enfin, un mensonge en entraînant un autre, enfin, c'est incroyable ce que ça peut donner sur la fin, quoi. C'est incroyable. Alors ensuite, je suis partie, si je ne me trompe pas, voilà, je me trompe pas, vers de l'héroïque fantasy et de l'émancipation, de l'anticipation, pardon, avec les Chroniques d'Harmonie, tome 1, l'éveil de Patrice Lessina. Voilà. Donc je dis héroïque fantasy parce que moi je pensais que c'était de l'héroïque fantasy, mais c'est aussi de l'anticipation. Donc dans ce tome 1, on va suivre Gwenaël, qui est un valet, et Kali, qui est une voleuse. Alors en fait, Gwenaël est embauchée comme valet à la cour, à la cour d'Harmonie, au château de Charles le Téméraire. Oui, Charles le Téméraire, comme notre Charles le Téméraire à nous, parce qu'il y a un grand-duc aussi, le duc de Bourgogne, qui s'appelait comme ça, qui avait de très mauvaise relation avec le roi de France, qui voulait s'emparer du duché de Bourgogne, parce que c'était un duché très riche. Il y a d'ailleurs eu des alliances avec les Anglais et tout ça. Bon, ça a été... voilà, c'est un grand pan de l'histoire française. Donc je pense qu'effectivement, le nom de Charles le Téméraire n'a pas été choisi au hasard. Donc lui est valet. Et Harmonie, Charles le Téméraire et sa cour, ses soldats, se battent contre les barbares qui vivent dans les terres sauvages. Terres sauvages et cité, voilà, cité oubliée dont vient Kali. Donc Kali vient d'un monde où la survie, voilà, c'est la première préoccupation des habitants des terres sauvages, parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Vous risquez de vous faire attaquer à tous les coins de rue. Enfin voilà. Et c'est une voleuse, et malheureusement pour elle, elle se retrouve en prison. Et bizarrement, elle va être convoquée devant le premier rayon. Alors, en fait, à Harmonie, il y a ce qu'on appelle des rayons, comme un rayon de soleil. Et chacun a sa tâche. Il y en a qui s'occupent du ravitaillement alimentaire, il y en a qui s'occupent du ravitaillement en énergie, il y en a qui s'occupent de soigner. Enfin voilà, chacun a sa tâche. Et Kali se demande bien pourquoi le chef des rayons l'interpelle, elle, qui est une simple voleuse. Bon, elle saura par la suite pourquoi il l'a choisie, elle. Gwenaël, en fait, Gwenaël, le livre s'ouvre sur Gwenaël qui se réveille à l'hôpital. Effectivement, il a fait une grosse chute. En fait, il s'est opposé à un noble qui battait une jeune femme, et le noble l'a jeté par-dessus les créneaux du château, parce qu'il est interdit de s'adresser aux nobles et surtout de s'opposer à eux. D'autant plus que les gens d'Harmonie obéissent aux principes de la déesse. Donc il est interdit de déroger à ces principes, et notamment, voilà, les nobles sont intouchables. Mais quand il se réveille, Gwenaël va s'apercevoir de certaines choses. Alors, je ne vais pas vous dire lesquelles, parce que c'est ça qui rend le récit très intéressant. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas que dans de l'héroïque fantasy. Alors c'est vrai qu'on est dans le côté un peu médiéval avec les costumes, la cour de Charles le Téméraire, voilà. Mais les rayons sont des gens... voilà, il y a une technologie très développée chez les rayons. Ils ont des véhicules à moteur, je veux dire, enfin, je ne sais même pas si c'est un moteur, enfin voilà. Ils sont motorisés, tout est... Enfin, c'est très, je veux dire, si vous vous blessez, vous êtes rapidement soigné. Enfin, c'est vraiment une société très évoluée. Donc là, on est plus dans de l'anticipation, surtout quand on va à notre tour découvrir ce qui se passe en fait dans le duché d'Harmonie. Enfin,
en partie, puisqu'on ne saura pas tout. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on suit l'histoire de... On voit Harmonie par les yeux de Gwenaël, qui a une révélation soudaine suite à sa chute, et par les yeux de Kali, qui, elle, ne vient pas du duché d'Harmonie, qui va découvrir... Alors, c'est vrai que c'est le rêve, Harmonie, quand on vient des terres sauvages, où il faut sans arrêt se battre, mais effectivement, il y a un prix à payer pour tout ce confort, et ce prix à payer, il peut parfois être très lourd. Au bout d'un moment, les deux personnages vont finir d'ailleurs par se rencontrer. Voilà, et donc c'est un récit très prenant, parce qu'effectivement c'est vu par les yeux des deux personnages, donc on découvre en même temps que ce qui se passe sur Harmonie, et il va y avoir quand même des révélations assez fracassantes, surtout pour Gwenaël. Et voilà, il y a un moment où il va décider aussi de reprendre sa liberté, et c'est là que se termine à peu près le tome 1, avant d'attaquer le tome 2, qui s'appelle Résistance. Il est déjà sorti d'ailleurs. Alors, ensuite, je suis restée sur ma... Là, je retourne dans de la romance. Je suis restée sur la saga de Tiphaine K.S., 7 péchés capitaux. Donc là, c'était le tome 6, Paresse. Donc, il ne reste plus qu'un seul tome qui n'est pas encore écrit pour le moment. Alors, j'ai bien aimé. Alors, c'est vrai que par contre, il suit le tome 5 qui s'appelle Envie. Et effectivement, c'est pas évident d'écrire la suite après avoir fait le tome 5, qui est vraiment très très bien, le tome 5. Eva, c'est une jeune fille qu'on découvre lycéenne avant d'être étudiante, et en fait, elle va faire la rencontre de 7 hommes différents qui chacun vont représenter un des péchés capitaux. Mais elle a aussi un ami d'enfance qui disparaît un peu du jour au lendemain. On sent qu'elle a des sentiments pour lui. Bon, voilà, c'est tout. Et puis au bout de, je sais plus, dès le deuxième tome, je crois, on le revoit, Andrew. Et on se rend compte qu'il y a des activités, on ne sait pas trop quelles activités il a, mais un peu des activités quand même assez particulières, qui réclament l'utilisation d'armes apparemment, et un peu d'espionnage aussi. Donc, et dans ce tome 5, Gwen et Andrew se retrouvent. Donc c'était super de les voir se retrouver, évidemment. Il y a ça qui m'a beaucoup plu. Il y a aussi les sujets qui sont abordés dans le tome 5 en vie. Puisqu'on parle notamment enfin, voilà, de la prostitution, de la traite des femmes, mais aussi, plus simplement, si je peux dire, de la façon dont les hommes se comportent avec les femmes, d'où le titre Envie. Et ça a abordé quand même des sujets un peu plus graves, donc c'est vrai que pour moi, c'est le tome que j'ai préféré. Donc celui-ci est un petit peu plus léger, puisque Eva part faire un road trip dans les États, à travers une partie des États-Unis avec ses deux amis qui forment un couple, mais qui viennent de se disputer en plus, donc c'est un peu... c'est un petit peu tendu lors du voyage, c'est un petit peu compliqué, mais bon. Et elle va faire... et en même temps, on suit un autre personnage qui s'appelle Raphaël, et qui élève seul sa fille suite au décès de son épouse. Et en fait, ils vont finir par se rencontrer. Alors, je ne vous dis pas comment ils se rencontrent, c'est un peu percutant. Et là encore, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit le personnage d'Eva évoluer. Voilà, c'est plus je dirais, la gamine, en quelque sorte, du début. Ça devient une adulte un petit peu plus responsable, et qui ne fuit pas dans ce tome, qui ne fuit pas justement ses responsabilités. Donc voilà, donc maintenant j'attends moi avec impatience les retrouvailles d'Eva et d'Andrew, Gabriel, je sais pas où je suis allée le chercher, plus Gabriel, d'Andrew dans le tome 7 qui s'appellera Luxure, si j'ai bien compris, j'ai bien suivi normalement j'ai bien suivi tous les péchés capitaux. Alors ensuite, j'ai lu aussi, là ça c'est un livre voyageur, hein, je t'appelle un livre voyageur, c'est-à-dire qu'il n'est pas destiné à rester ici. J'enverrai à une personne, voilà, dès que la personne aura été tirée au sort, c'est elle qui recevra ce livre. Donc ça s'appelle Plus rien à perdre, et c'est de David Fournier, c'est un auto-édité, comme les deux livres précédents. Donc là c'est une histoire, vous voyez, c'est un roman assez court, c'est une histoire très prenante, dure. L'auteur ne mâche pas ses mots, elle ne prend pas de gants avec ses lecteurs. En fait, c'est l'histoire d'une vengeance, mais d'une vengeance implacable, la vengeance d'un homme qui a tout perdu. Bon, on se rend compte facilement qu'en fait, il parle de son épouse et de sa fille, et voilà, en fait, il décide de venger son épouse et sa fille parce qu'il tombe par hasard sur un des hommes qui leur ont causé du tort.
C'est vrai que dans le prologue, il finit le prologue en disant depuis hier soir, je suis un assassin. Il décide voilà, de venger des hommes qui ont fait du mal à sa femme et sa fille. Voilà. Alors, ça pourrait paraître. Alors, c'est vrai que c'est dur, voilà, c'est une histoire de vengeance, mais en même temps, on s'attache beaucoup au personnage de Marshall. Ça se passe aux États-Unis, hein, parce qu'il est. Voilà, c'est un écorché vif. On lui a fait énormément de mal, on a fait énormément de mal aux gens qu'il aime, et effectivement, comme il le dit, il n'a plus rien à perdre. Et c'est un tourbillon d'émotions en même temps, ce personnage. Donc il y a des moments où il est très froid parce qu'il décide de se venger, et des moments où, voilà, où c'est vraiment de l'émotion, où c'est voilà, tous ces sentiments ressortent et c'est dur, quoi. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, hein, mais c'est vraiment un bon roman. Alors c'est un premier roman. L'auteur avait déjà écrit des nouvelles et là c'est son premier roman. Mais je vous le conseille, hein. Vous pouvez, comme c'est un auto-édité, donc soit il faut aller directement vous adresser à l'auteur sur sa page Facebook, ou alors après c'est sur Amazon. Mais je vous mettrai les infos en dessous de la vidéo. Alors le livre suivant. C'était... Ah oui, celui-là, je l'avais beaucoup aimé. Ne me dites pas que je l'ai oublié. Il est dans la bibliothèque. Il a déjà été rangé dans la bibliothèque. Voilà. Parce qu'il a déjà été lu. Donc, il s'agit de Prophétie, livre 1, l'oracle. C'est de Jenny J.R. et c'est aux éditions M+. Donc là, on retourne à nouveau dans de l'heroic fantasy. Alors j'ai beaucoup aimé parce que le pitch de l'histoire est assez classique, c'est-à-dire qu'il y a 4 enfants qui vont naître en même temps et ils sont appelés à un grand destin. Donc c'est vrai que c'est une histoire qu'on retrouve souvent dans de l'heroic fantasy. On en avait parlé notamment aussi avec La Roue du Temps, hein. On voit aussi des jeunes gens, voilà, ils sont appelés à un grand destin, mais qui peut être aussi bien de sauver le monde que de le détruire. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont l'auteur a en fait développer cette histoire en partant de quelque chose d'assez classique. Elle l'a développée de façon très originale, je trouve. En fait, on suit les habitants d'Auguria et les habitants de, je voulais pas, Funestra, voilà, je voulais pas, ce sont 2 cités. Alors il faut savoir que Auguria et Funestra sont 2 cités qui ne savent pas qu'elles existent l'une l'autre. Elles ignorent complètement l'existence de l'une et de l'autre. Il y en a une qui vit, Auguria vit, les habitants d'Auguria vivent en marge de la forêt, près de la forêt, parce qu'ils craignent la forêt. Il n'y a qu'une personne qui ose aller dedans, c'est une jeune femme qui est aussi l'amie de la reine. Les habitants d'Auguria sont aussi, donc ils ont un roi, une reine qui est enceinte, sa meilleure amie qui va dans la forêt, qui ose aller dans la forêt, dans laquelle elle est bien accueillie, parce que la forêt n'accueille pas n'importe qui, est aussi enceinte. Et ils sont aussi très fortement attachés, et le roi est d'ailleurs de plus en plus sous l'emprise, au fur et à mesure du récit, de l'oracle. Qui est un homme qui utilise des runes pour prédire l'avenir, et les gens sont complètement suspendus à lui, ont peur de la moindre catastrophe. C'est aussi un personnage très manipulateur. Alors qu'à c'est Funestra, c'est pas Funestra. Là, les gens vivent au cœur de la forêt, mais alors, ils ont mis une limite. C'est-à-dire qu'ils utilisent juste les terres dont ils ont besoin pour cultiver, voilà, pour se nourrir. On est dans un monde d'heroic fantasy, hein, il n'y a pas de technologie ni rien. Mais c'est pareil, ils ne vont pas dans la forêt, ils craignent la forêt. Donc c'est assez étrange parce que moi je pensais que les habitants de Funestra vivant au cœur de la forêt, au contraire, étaient des gens de la nature, amis de la forêt, pas du tout. Donc eux, ils ont aussi leur grande prêtresse qui jouera un rôle très important. Il va y avoir au milieu du livre une révélation à laquelle je ne m'attendais pas du tout concernant l'oracle et concernant la grande prêtresse, qui va d'ailleurs permettre d'ouvrir un tome 2. Donc c'est pareil, à Funestra vont naître des jumeaux. Et donc on va suivre le parcours de ces 4 enfants. Et puis on va aussi plonger dans le monde des légendes et des prophéties, parce qu'il existe un livre qui parle d'une prophétie. Or ce livre, une seule personne le possède. Personne ne sait qui possède ce livre. Personne ne sait où est ce livre, sauf une personne qui protège farouchement ce livre. Et il y a des légendes, il y a notamment une légende qui expliquerait le fait que la forêt
La forêt déteste les humains. C'est l'histoire d'une biche qui se serait sacrifiée. Et en fait, ce sacrifice, les hommes ont trahi. C'est ce dont que la nature leur a donné. Les hommes l'ont trahi ultérieurement et la forêt, en quelque sorte, s'est vengée. Qui plus est, là, vous voyez, alors je ne sais pas si c'est un hibou ou une chouette. En tout cas, ça fait des années que les habitants des deux cités n'ont pas vu ni de hibou, ni de chouette, ni même entendu un cri. Pour certains, ce sont même des oiseaux de légende qu'on n'entend plus. Or, à la naissance des enfants, il y a une éclipse, une éclipse solaire déjà, et on entend justement le chant des hiboux et des chouettes, chose qu'on n'avait pas entendue depuis des années. Donc c'est excellemment bien fait. J'ai beaucoup aimé. Ça se termine pas en happy end. Hein, c'est pas voilà, c'est pas trop manichéen. Donc c'est vraiment. Et puis effectivement, la fin, le final. Et puis surtout la révélation concernant l'oracle et la grande déesse, la grande prêtresse, pardon, vont ouvrir sur un tome 2. Et bon, j'attends de voir parce que je trouve que ça a vraiment été écrit de façon originale. L'histoire est vraiment écrite de façon très originale et d'une façon à laquelle voilà, ça prend une direction à laquelle on ne s'attend pas. Et j'ai trouvé ça bien parce que des fois on a des redites aussi dans l'heroic fantasy et là, c'est pas le cas du tout. Donc, je vous conseille Jenny JR aux éditions M+. Bon, je vais m'arrêter là pour cette première partie. Vous laisser souffler un petit peu. Et puis, bon, j'ai encore pas mal de livres à vous présenter. Voilà. Donc, je continuerai lors d'une seconde partie. Donc, en attendant, je vous souhaite à tous d'être en forme, hein, surtout en ce moment. Et puis, surtout, je vous souhaite de belles aventures livresques. N'hésitez pas non plus, normalement j'ai trouvé le truc pour que vous puissiez mettre des commentaires enfin sous les vidéos. J'apprends encore, hein, c'est un peu compliqué pour moi, je suis un peu blonde quand même. Donc vous allez peut-être pouvoir mettre des commentaires, me dire si vous avez lu ces livres, s'il y a d'autres livres qui vous ont plu, si vous avez eu des coups de cœur, enfin voilà, il y a pas de souci, vous pouvez mettre des commentaires. J'espère que j'ai trouvé le truc, hein, pour que vous puissiez mettre vos commentaires. Puis en attendant, je vous souhaite de bonnes aventures et de belles aventures livresques, et puis je vous dis à bientôt. Bye!